Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur les randonneurs du passé. Aujourd'hui, encore une belle vidéo qui va s'annoncer, moi je vous le dis. Donc aujourd'hui, on fera l'épisode 2. La vidéo serait déjà sortie, les îles mystérieuses d'Angoulême. Et on n'avait pas pu visiter en fait le musée du papier et autres. Donc là aujourd'hui, je suis avec Bruno alias Robin des Bois de la chaîne Runner Vagabond qui se trouve là, qui est encore avec moi, donc maintenant vous le connaissez. Et aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur en fait le quartier de Saint-Cybard. Parce qu'en fait, ce quartier-là a une sacrée histoire, parce qu'elle commence au 6e siècle. Et donc, nous allons partir du 6e siècle jusqu'au 20e siècle. Allez, remontons le temps, et c'est parti pour une belle aventure. Allez, go! Alors, ça y est, on y est. Je vais vous parler de Saint-Cybard. Saint-Cybard était un saint, donc le patron du diocèse d'Angoulême, qui a œuvré ici pratiquement toute sa vie. Et je vais vous faire montrer déjà Bruno. Et là, c'était sa cellule. En fait, il est resté ici, donc c'était en fait sa maison. Et comme on a dit, c'était un reclus, donc il a vécu ici pendant 40 ans. Il ne sortait pas. Donc en fait, comme on dit une cellule, un reclus, en fait, il ne sortait pas. Il avait des disciples, il avait une communauté qui lui donnait les offrandes. Donc il vivait que par les offrandes de ses disciples et de ses joyaux, comme on disait. Donc, j'ai des petites notes, je vais vous raconter un petit peu l'histoire de Saint-Cybard. Donc, Saint-Cybard est né en 504 à Trémolin, en Dordogne. Donc, c'est assez, entre guillemets, assez loin et pas très loin. Et est mort en 581, est un moine, donc, que je vous disais, qui est resté plus de 40 ans ici. Donc, on l'appelait aussi, donc son nom de naissance, c'est Eparchius. Alors, Eparchius, donc son origine de son nom, donc c'est formé d'un préfixe grec épi, donc sur, plus verbe archien, commandé veiller. D'où Eparchios, protecteur. Sanctus Eparchius va évoluer en Saint Ibar et en Saint Cybard, prononçant de S, Épar lu sans interruption. Voilà, donc l'origine de son nom. Et alors moi j'ai une petite... alors après, c'est mon point de vue à moi. Eparchius, en ce temps-là, encore au 6e siècle, en ce temps-là, il y avait encore les Romains. Comme Grecs, est-ce que ne descendaient pas des Grecs et des Romains? Comme Romulus, Rémus, tout ce qui est... parce que vous avez les Scandinaves, Ragnar, tout ce qui est... Voilà. Et je pense qu'il y a une Eparchius d'origine grecque, mais je pense que c'est romain aussi. Donc, allez. Donc, l'histoire de Saint-Cybard, donc il est né en Dordogne. Après, il était habité à Périgueux, d'où il est devenu clerc. Et passé par le monastère de Cézac. Il se retira à Angoulême, où il fut ordonné prêtre par Hampton II, évêque d'Angoulême, en 542. Il construisit, donc c'est lui, que vous voyez ici, c'est lui qui a construit sa cellule. Lui tout seul. Donc, il construisit une cellule avec tout seul, dans une grotte située sous le rempart nord d'Angoulême, en prolongement de l'actuel jardin vert que lui avait donné l'évêque en 542. Il priait constamment et vivait avec les offrandes de ses fidèles. Donc, il vivait qu'avec les offrandes. Il ne sortait jamais. Il restait vraiment reclus dedans. Lorsqu'il recevait de l'argent ou de l'or, il le distribuait aux pauvres. En 558, il a, par exemple, racheté en une seule fois, grâce à l'argent qu'il avait gardé, 175 esclaves qu'il a libérés. Ça, c'est magnifique. Donc, il a vécu, comme j'ai dit, 40 ans. Et il avait une particularité, c'est que, en fait, c'était un moine guérisseur. Donc, il a guéri. Il y a beaucoup de gens qui venaient, mais des fois, pas que de Dordogne, qui venaient même de nord de la France, il venait pratiquement partout pour se faire guérir en fait. Il a fait quelques miracles. Donc après, c'est pas mentionné les miracles, mais apparemment il a fait quelques miracles. Et donc il a œuvré vraiment pour Dieu et pour les gens jusqu'à la fin de sa vie.
Et il y a une petite anecdote aussi, je vous ai, sur ma chaîne, je vous ai raconté l'histoire de Saint-Amand. Donc il y a l'histoire de Saint-Amand qui est sur ma chaîne. En fait, Saint-Amand était un disciple de Saint-Cybard, qui a vécu avec lui pendant 10 ans, qui est ensuite parti à Saint-Amand-de-Boix, c'est pour ça qu'on l'appelle, parce qu'avant ça s'appelait Boix, après ça s'est appelé Saint-Amand-de-Boix, où il a vécu dans la forêt jusqu'à la fin de ses jours aussi. Donc, voilà l'histoire de Saint-Cybard. J'espère que je vous ai appris quelque chose. Vous pouvez venir ici, mais alors, là aussi, là je vais pousser un petit peu de gueulante. Excusez-moi, c'est un petit peu long. Mais on est arrivé ici, on a trouvé ici, donc nous on a trouvé un peu, c'est qu'ici il y avait du bordel, il y avait une boîte de cassoulet, il y avait des poubelles ici. Donc, quand vous venez ici, respectez ces lieux. En plus c'était un lieu saint, regardez Bruno, voilà. En plus à côté de la croix de Jésus, quoi. Est-ce que c'est normal ça? Donc, bah, quand vous venez ici, vous pouvez visiter, donc il y a plein de grottes, je vous ferai montrer en partant. Respectez ces lieux. Arrêtez de foutre le bordel, parce que si un jour j'en croise un qui jette dessus, je le balance, voilà, je le balance là à 300-400 mètres dedans. Bon voilà, il faut pas trop de violence, mais bon excusez-moi, mais non, respectez ces lieux. Hein. Et puis voilà. Donc maintenant, nous allons remonter, nous allons avancer dans le temps, et là je laisserai Bruno vous raconter l'histoire. Allez, à tout à l'heure. Voici ici, donc on appelle ça une niche, là où les disciples et les fidèles de Saint-Cybard venaient, en fait ils vivaient ici, donc vous avez là, voyez, vous savez les petites niches là où ils mettaient, donc des fois c'était des statuettes, des statues de Jésus, tout ça, ou des fois c'était entre guillemets le garde-manger aussi. Regardez, là, donc c'était bien taillé par l'homme, là vous avez une petite corniche, tout ça, là tout ça c'est ils mettaient leurs affaires. Bon après le temps malheureusement un peu effacé, mais en fait tous les disciples et les fidèles de Saint-Cybard vivaient vraiment pareil en dessous des murailles nord d'Angoulême. Allez, nous on descend, c'est parti. Donc là on descend en fait, on descend les murailles d'Angoulême pour aller dans le quartier Saint-Cybard, et là juste à côté de moi vous voyez une petite fontaine. Hop. Voilà, regardez la petite fontaine. Voilà. Donc là, on en a une juste là. Ben, il y en avait un petit peu le long là. Parce qu'au fait, comme Saint-Cybard s'est installé ici, donc il fallait de l'eau douce quoi, pour pouvoir boire, se laver, tout ça. Donc en fait, c'est pour ça aussi que sous les remparts d'Angoulême, il a été vécu là et pour avoir de l'eau douce. Allez, regarde ça, pas magnifique. Trop beau ça, c'est trop beau. Donc là, nous sommes descendus, donc on est dans le quartier Saint-Cybard. Et là, je vais laisser Bruno raconter un petit peu l'histoire du lieu où on est. Allez Bruno, c'est à toi. Donc ici, on a affaire au XXIe siècle, hein, maintenant, on n'est plus au XXIe siècle, à un hôtel. Cet hôtel est caché par une façade du XIXe. Cette façade du XIXe, de calcaire et de briques, abritait une industrie. Et on va découvrir ce qu'elle cache. C'est-à-dire elle cache des richesses. Des richesses que peu de voisins, parce que c'est privé, connaissent. D'accord. Et donc on va les voir. Je vais t'entraîner dans mes pas pour voir ça. Je vais vous montrer quand même avant un petit détail. Vas-y, vas-y. Qui va me suivre. Je te suis. De l'extérieur, il trouve qu'il y avait quelque chose qui n'était pas du XIXe. Ah, alors là, tu piques ma curiosité là, parce que là, toi, là tu me piques là. Parce qu'à l'extérieur, ici, route de Bordeaux, parce qu'on est situé au bord de la Charente, route de Bordeaux. Ouais. Une ancienne porte, une ancienne entrée. Ah non, c'est pas celle-là. D'accord. Donc c'est un peu plus loin. Et encastré dans les murs, il est un vestige. Ah, on dirait une meurtrière. Ah. On dirait un truc de Nercher là. Oh là. Cette porte est du XVIIe. Du XVIIe siècle.
la rue était plus basse, parce que vu ma taille, la rue était décaissée. C'est pas que c'était que des petites tailles, c'est que la rue était beaucoup plus basse. Et c'était une porte d'entrée du vestige qu'on va découvrir. Donc, là, on est à l'intérieur de l'établissement. Je parle pas trop fort parce qu'il y a des gens, donc c'est un Apart City. Alors, je vais revenir dessus. Donc, l'Apart City, je mettrai un petit lien en description sous la vidéo. Donc, les propriétaires et le gérant nous ont autorisé à filmer. Donc, je dis bien autorisé. Donc, comme c'est une propriété privée, donc on a demandé l'autorisation. Donc, venez pas ici comme en vacances ou voilà. C'est avec l'autorisation des propriétaires. Donc maintenant, je vais laisser Bruno vous raconter l'histoire du lieu. Et bien c'est parti. Vas-y Bruno. Donc ici, on est dans un lieu sacré à l'origine, qui était une abbaye qui date effectivement je crois, du XVIIe, mais ses fondements commencent au XIIe siècle. En dessous, il y a une crypte qui contient des tombeaux qui n'est pas accessible aujourd'hui. Et c'était donc les disciples de Saint-Cybard qui ont décidé de venir en son honneur établir un lieu de culte et un lieu aussi où on pouvait donner des offices. D'accord. Voilà. Donc, c'est magnifique. Ah, elles sont... Je vous laisse contempler les nets. Regardez, il y a même des poissons encore dessus. Une clé de voûte. Elles sont superbes, bien conservées. En plus, ça a été rénové. Donc ça, c'est génial. Parce que, bon, c'est un Apart City et ça a été gardé, entre guillemets, tel quel. Donc entre Moyen-Âge et 20e siècle, c'est magnifique. Donc c'est gardé un peu à l'authenticité, c'est superbe. Allez, donc, je te suis. La suite de la visite et donne sur le cours. Voilà. Il faut savoir que la totalité de l'édifice faisait 40 mètres. C'était un gros édifice. Oui, c'était grand. Il est plus importante d'Angoulême, et était sur un lieu de passage qui était une des portes d'Angoulême, une porte principale d'Angoulême qui montait à la place de la rue qui était juste derrière. La rue qui est derrière. D'accord. Donc ici, on a la suite des bâtiments, des lieux de vie de moines, parce que le lieu de culte de vie, qui s'appelait des bâtiments conventuels, c'est-à-dire là où ils prenaient leur repas, et donc les dortoirs. Ok. Et donc ici, la particularité, c'est que ce lieu a continué à vivre après, à la Révolution, ce bien a été confisqué, et donc l'histoire a continué. Et là, on est en présence d'un endroit ici du XIXe siècle, industriel, d'accord, et aussi une structure métallique ici, type Eiffel. Ah ouais. Donc un des disciples d'Eiffel qui s'appelait Varin, qui a officié sur Angoulême, notamment le marché couvert, a fait construire cet abri. Donc il a fait ici, et c'est lui qui est à l'origine du marché couvert d'Angoulême. Ouais, voilà. D'accord, ok. Et donc de ce fait, ici ça a été commandé par la brasserie Champignol, qui occupait les lieux au XIXe siècle et qui brassait de la bière. Et oui, en Charente, on brasse de la bière aussi. On brasse pas que du papier. Et donc et ben, finalement, après, voilà, ce lieu est resté l'abandon un certain temps parce que en 66, tout s'est arrêté, l'usine Champignol s'est arrêtée, et donc ça a été laissé à l'abandon et ensuite repris donc, par l'Apart City et donc rénové. Ah, mais c'est génial parce qu'en fait, ce qui est bien, ce que vous avez. Donc là, moi je pense que Bruno, tu vas être d'accord avec moi, tiens, on va là. C'est que ils ont su garder un édifice du XIIe siècle et en fait mettre du XXe siècle dedans. Donc ça, c'est pas moche, ça donne bien en plus. Et franchement, je leur dis chapeau parce que pouvoir garder un patrimoine d'Angoulême, de chez nous en fait, parce que bon, bah, comme Bruno, il est de Charente, tout ça, c'est vraiment un patrimoine unique. Je ne vais pas dire le contraire, c'est un patrimoine unique. Donc moi, si un jour bah, vous passez dans le coin, allez-y. Donc en plus, c'est un Apart City, donc en fait c'est un hôtel. Donc vous pouvez aller, en plus vous pouvez aller dormir là. Donc je vous mettrai les liens en description, l'adresse et tout ça. Ouais. Et par contre, comme je vous ai dit tout à l'heure, nous, on a demandé l'autorisation, donc on est autorisé à filmer, voilà. Et donc je remercie encore le gérant de nous avoir permis de filmer.
et de nous faire montrer vraiment un endroit superbe. Et ben maintenant nous allons repartir encore, nous allons avancer dans le temps et ben, je vous reprends tout à l'heure. Allez. Là on voit encore l'édifice là. Donc en fait là, bon, là on est plutôt sur le 16e, 18e siècle, hein, sur les pans là. Hein. Ça c'est pas ceux-là du 13e. Non, la base ici, quelques éléments sont encastrés du 17e. 17e, d'accord. Et en haut on passe au 19e. À la 19e, d'accord. Et là derrière au 20e siècle. Ouais, parce qu'on voit les bâtiments plus modernes derrière. D'accord, ok. Mais là c'est pas le même bâtiment. Ok. Ah c'est génial quand même. Bah, nous sommes derrière l'abbaye, donc vous voyez encore pan de mur, on voit encore les fenêtres et tout. Donc là on est à l'arrière de l'abbaye de Saint-Cybard. Voilà. Ah oui d'accord, ok. Donc là il y a encore des voûtes, là on a encore des petites niches. Là vous pouvez mettre soit des offrandes, parce que voilà, ça aussi des niches, il faut savoir qu'on pouvait mettre soit des offrandes ou les statues de saints et de Jésus. Donc ici vous avez les petites trousses, en fait c'était les poutres qui faisaient les tâches. Il faut savoir que là, la terre elle est là, mais c'était beaucoup plus bas. Hein, beaucoup plus bas. Donc vous voyez un peu les poutres là, et puis voilà. Donc c'est superbe. Il y a encore les trucs. Bon bah une bonne découverte, donc n'hésitez pas à venir, mais comme je dis toujours, respectez-moi ces lieux. Et pour la Part City, donc si vous voulez rester sur Angoulême, bah, c'est un hôtel, donc n'hésitez pas à vous y arrêter et à passer 1 ou 2 nuits et à visiter ce lieu qui est superbe. Et les gens là-bas, les gérants, tout ça, sont mais superbes. Là, Bruno là, accueillant. Franchement, sont accueillants. Voilà, faut pas croire, les Charentais sont très accueillants. Voilà, faut ouvrir votre cœur et votre âme et vous aurez jamais de soucis. Et les Charentais sont super. Allez, nous on continue. Bon. Et bien là on est descendu pratiquement tout en bas et nous avons tout d'abord notre belle Angoulême, notre belle Charente. Et si vous vous souvenez, la dernière vidéo on était passé par le petit guet qui se trouve ici. Et donc là, je suis devant le musée du papier d'Angoulême, donc le Nil, on appelait ça le Nil, mais qui était avant une fabrique de papier. Et donc, voyez, la Charente, en bas il y a un moulin à papier. Et je vais laisser Bruno vous raconter l'histoire de ce lieu. Et Bruno, c'est à toi. Oui, donc le fondateur de ce moulin au 19e s'appelait Bardou. Il a été spécialisé dans le papier à cigarette. Donc en fait le papier de la marque Job, qui est encore actuellement commercialisé. Et il s'est associé avec un autre industriel qui s'appelait Lacroix. À l'origine, il n'était pas là, mais avec Lacroix, une fois associés, ils se sont établis ici pour former une industrie véritablement, plutôt que de l'artisanat. D'accord. Et c'est ça qu'on va visiter, on va découvrir ce qui reste de cette époque. Voilà, donc je vous invite à nous suivre pour découvrir ce qui reste, les machines, et puis l'ambiance surtout, c'est particulière. C'est parti, on y va. Alors je vais vous reprendre, je vais couper un petit peu la vidéo, je vous reprends. Parce que durant la première vidéo que vous visualisez en même temps, les îles mystérieuses d'Angoulême, on devait visiter l'ancienne papeterie, donc, qui est actuellement le musée du papier. Sauf que c'était fermé, on n'a pas pu. Là, donc la vidéo que vous suivez actuellement, on a réessayé de la voir, pareil c'était fermé. Donc, allez, on va dire 5 jours après, elle est ouverte, on a réussi à pénétrer, on va pénétrer tout de suite même, et donc vous faire visiter cette ancienne usine de papeterie qui est devenue le musée du papier. Allez, bon visionnage. Bon allez Bruno, on est parti dans l'antre de la bête. Alors tiens, juste avant qu'il y ait du bruit, dis-moi Bruno, ce que c'était vraiment ici, parce que je l'ai dit, mais en détail. Alors en détail, un fondateur, un nom, Jean Bardou, qui au départ en 1800 et quelques, 1850, j'ai pas exactement la date, 1858, a créé une usine de papier de cigarettes. Spécialité charentaise, voilà, une autre.
Et donc cette usine de papier charentaise, de papier à cigarette, Ouais. est venue s'implanter suite à une association avec un autre personnage, Monsieur Lacroix. D'accord. Voilà. Ça, c'était dans les années 1900, c'est-à-dire 50 ans plus tard, à peu près, il s'est associé. Puis après, c'était Joseph Lacroix donc, qui a repris l'usine. D'accord. Et qui après l'a développée. Donc on va en parler certainement par la suite avec la visite. On va voir quelle ampleur ça avait. C'était une grosse usine. Eh ben, c'est parti. On rentre dans l'antre de la bête. Allez, go. Ça va faire du bruit. On peut fermer ça La Charente confluent. C'est bien parce qu'on a toute le confluent de la Charente, des fleuves, l'industrie, d'image et papier. Ok, d'accord. Est-ce que c'est mieux? Eh ben, moi je te suis. Là, où étaient les roues qui entraînaient le papier. Ah, super. Ah. Alors. Donc voilà la famille Lacroix. Donc les dirigeants, ils étaient plusieurs en l'occurrence. Et donc c'était une riche famille papetière. Hein. Donc il y avait néanmoins associé Lacroix et Laroche, qui est venu un peu plus tard à La Roche-Joubert. Hein. Oui. Donc effectivement, donc là en l'occurrence, voilà le buste de Léonide Lacroix, un des pères fondateurs de la famille Lacroix. Et puis ensuite tout autour, Édouard Brousseau, d'autres industries papetières, peut-être de l'industrie papetière charentaise. D'accord. Aussi, notamment ici, donc de La Roche-Joubert, on en parle souvent parce qu'ils sont actuellement avec, on va dire, Alexia La Roche-Joubert, fondatrice du télévisé, c'est quoi ça? Voilà. Okay. Donc voilà son portrait, son buste en fait. Et ce monsieur est décédé en 1936, donc c'était un des derniers hérité. Voilà. J'ai encore un autre La Roche-Joubert, celui-là. Voilà. Donc voilà, on est environné de la famille papetière qui ont fait les beaux jours économiques de la ville d'Angoulême. Ok. Bien voilà, je me trouve face à une chute d'eau. Là, tu pourrais m'expliquer à quoi correspond cette chute d'eau Ok. Bah alors, en fait, cette chute d'eau, bah là, tu vois, juste en face ici, il y a l'écluse. Ouais. Et en fait, ici, regarde la petite grosse encoche qui était là. Et en fait, c'était une grosse roue en bois. D'accord. Et en fait, comme c'est l'usine à papier, c'était une roue, on veut dire, industrielle. Donc, c'était, ça partait hydraulique. C'était une industrie hydraulique. Ouais. Et en fait, là, l'écluse qui se trouve ici, donc, il a soulevé, mais si tu veux, il ne soulevait pas jusqu'en haut. Ça dépendait. En fait, c'est la force de l'eau. Plus il soulevait, plus l'eau arrivait plus fort, plus la roue a tourné plus vite. Et donc après ça dépendait ce qu'il voudrait en force et en rapidité au niveau de la roue et de la production, voilà, pour faire marcher les machines qu'on va voir juste après. Bon, là ça tombe bien, on est en face d'une maquette où comment fabriquer le papier, mais dans le temps. Donc je vous fais montrer ça tout de suite, je vais y arriver, voilà. Je vous montre ça tout de suite et c'est parti. Alors, vous voyez ici, donc la roue avec l'eau qui tournait, donc qu'on a vu en bas, voilà. Et ici, eh ben tiens Bruno, dis-moi ce que c'est cette machine-là. Alors on voit que c'est la forme de marteau, ce sont des pilons. On mettait le linge qui arrivait ici, là, ce linge-là. Ok. Ce linge qui était pris ici était pilonné dans ces presses. D'accord. Qui est ensuite réduit à l'état de bouillie dans ce bac-là. D'accord. Toujours entraîné par la roue du moulin, on voit l'axe. Oui. Donc voilà. Et donc ensuite, là, si tu peux expliquer là, effectivement, cette partie-là, je te laisse parler. D'accord. Là, ici, en fait, là, vous voyez, donc il prenait le papier. Donc là, il le mettait, si vous voulez, dans un bac d'eau pour récupérer toutes les particules. Dès qu'ils avaient, avec un tamis, bien sûr, là, vous voyez le petit personnage avec le petit tamis ici. Ensuite, il le mettait à la presse qui se trouve ici. Donc, il mettait une feuille de papier et une feuille de feutre qui était, si vous vous souvenez bien dans la vidéo, en face de l'usine Weller. Donc, un coup de papier, un autre coup de feutre. Et ensuite, donc il le pressait. Dès que c'était pressé tout, il le montait en haut pour le sécher et pour faire du papier. Donc là, je suis en fait devant, que je vous fais montrer tout de suite, ici, là, devant en fait des tuyaux en filigrane. Alors, ce que ça veut dire,
en fait, dès que le papier était fait, donc frais ou sèche, mais peut-être fraîche, on venait en fait passer le papier sur ce rouleau au filigrane et en fait ça a imprimé en fait une marque pour le papier, comme Oxford, tout ça. Et là, nous avons, bon, je ne sais pas si vous allez bien voir, Velin d'Angoulême. Donc là, c'était le papier fabriqué de chez nous, donc en plus très réputé. Donc c'est comme ça, en fait, qu'ils imprimaient le papier, mais directement sur le papier, en fait. Voilà. Alors, je vais rajouter juste un truc, on le voit à l'envers, comme a montré William, à l'envers. Ouais. Donc ça veut dire que quand le papier passait, il se retrouvait par des calques à l'endroit. Voilà, ouais. Donc, comme un miroir, quoi, en fait. Comme un miroir. Ok. Merci, Bruno. Allez, hop. Donc ici, une ancienne, on va dire un petit tableau de l'ancienne usine qu'on est actuellement. Ici, vous voyez les deux cheminées, donc celle-là je pense qui reste, qui est celle qui est dehors. Et ici vous avez les gabarres qui arrivaient, et là toute l'usine qui était là vers 1830-1840 quoi, au début de l'usine. Allez, bon je suis toujours avec Bruno, hein, on est toujours là. Et là ça tombe bien parce qu'on a des échantillons. Et regardez, je vous fais montrer ça. Alors je ne sais pas si vous allez voir à la caméra parce que c'est comme la GoPro. Ici vous avez la marque Velin d'Angoulême. Et en fait c'est tous les échantillons des papiers qu'ils faisaient dans l'usine. Bruno, est-ce que tu as un petit truc à rajouter sur ce côté-là? Vas-y. Donc on a eu des spécialités charentaises dans l'industrie papetière et on envoie des échantillons. On voit par exemple ici sur la gauche des agendas. Oui. Il y a eu des usines d'agenda, il y en reste une actuellement qui s'appelle Leca à Nersac, mais il y a quelques années encore, elle existait la Sopan. Okay. Ensuite, un peu plus haut, si tu vas voir un éléphant, on en reparlera de cet éléphant. Oui, là-bas, là, juste voilà, ici. cet éléphant est un sigle très particulier et qui était très célèbre à l'époque, qui était l'icône de cette usine, mais on en reparlera. D'accord. Et puis, plus loin, on voit bien les papiers Ritz Lacroix, si tu peux filmer, cigarettes. Ouais. C'est les fameux papiers à cigarettes qui sortaient d'ici. Ah là, juste là. Et on ne le voit pas sur l'écran parce que ce sera difficile, mais on retrouve sur le côté l'éléphant et on va expliquer pourquoi ce sigle qui marquait les papiers et cigarettes. Et donc ensuite, on a d'autres papiers. Voilà. Donc on a aussi du cartonnage ici parce que le cognac n'est pas très loin. Ici. Donc il faut se dire qu'à Angoulême, il y a eu des sociétés de cartonnage qui ont fabriqué pour le cognac aussi. Donc à ne pas oublier. C'est vraiment un grand panel qu'ils avaient. Une très bonne richesse. Ouais. Et c'est grâce à cette usine-là, à ces usines que là, qu'Angoulême a pu bien se développer aussi en même temps. Allez. Donc là, on est toujours au musée et on a des photos sur les murs qui expliquent bien en fait la vie et le travail que faisaient les ouvriers et les ouvrières, vous allez bien voir, sur l'usine actuelle. Allez. Ici, voyez, voilà, deux femmes en fait qui trient du papier en 1930. Ensuite, vous avez la papeterie La Roche-Aubert avec les machines. Vous voyez là une femme et là un homme qui supervisait. Ici, la grande usine. Donc vous voyez, c'était grand. Et là, c'est que des femmes. Que des femmes. Et là, on est en 1890. Ici était le bureau du directeur, la papeterie Lacroix. Et quand vous voyez bien ici derrière la carte du monde, en fait, c'est là où ils exportaient en fait le papier. Et Bruno, c'était bien là qu'ils exportaient aussi avec la cigarette, le papier cigarette, le Nil. C'est ça, en Égypte et tout ça. Hein. Le Nil, en fait, l'histoire du Nil, c'est surtout que leur plus gros client était en Égypte. Voilà, oui. On le verra avec l'icône de l'éléphant tout à l'heure. Ok. Et ici, donc la dernière photo. Vous voyez une femme qui contrôlait le papier. Alors, ce qui est bien en ce temps-là, c'est qu'en fait, je pense que, Bruno, je pense qu'il va me le dire après sur les autres photos, parce qu'il va vous présenter d'autres photos, que les femmes étaient employées dans ces usines-là à l'époque, comme c'était des trucs assez fins et assez contrôlés, les femmes, elles étaient plus fines à faire les contrôles de papier, voir tout ce qui était plus fin. Et on va dire peut-être que les grosses œuvres étaient réservées aux hommes. Donc, Bruno, explique-moi ça. On voit bien la différence. Ici, on a des ateliers d'hommes. On voit beaucoup plus de machines d'hommes ici. Excusez-moi. Donc ici, on a en 1913 le travail de force
était plutôt confié aux difficiles parce que c'était très humide à l'époque et c'était pas, il fallait tremper le papier dans l'eau, etc. On voit bien les cubes, etc. Tout le travail des forces était réservé aux hommes plutôt. Et femmes et enfants, on voit ici femmes et enfants, un autre travail beaucoup plus délicat, beaucoup plus, alors peut-être pas si facile que ça non plus. Voilà. Ce qu'il faut savoir, je voulais revenir sur cette photo là qui est très impressionnante où on voit une vue ensemble de l'usine. Cette usine a compté jusqu'à 200 personnes. Ah oui, quand même. Voilà. À ce temps-là, c'est quand même énorme. 200 personnes. Le plus fort de l'activité, ça a été 200 personnes. Ah bah ouais. Donc là, je suis... C'est exceptionnel. C'est génial. On est devant une roue à aube. Alors, voyez la roue qui se trouve ici. Donc celle-là, la roue à aube, existe depuis le Moyen-Âge. Donc comme je vous disais tout à l'heure, au Moyen-Âge, avant, c'était en bois. Et au début du 19e siècle, donc l'industriel s'est intensifié, donc c'était en fer. Et c'est énorme. Énorme, énorme, c'est génial. Bruno, dis-moi les particularités de cette roue. Alors cette roue, les ingénieurs ont incurvé les pales. Ouais, on voit bien, ouais. Donc pour que la prise à l'eau soit plus forte et donc ait un meilleur rendement. D'accord. Cette roue, elle est quand même très grande. On le voit en profondeur ici. Elle atteint plus de 3 mètres de diamètre. 3 mètres de diamètre. Énorme, énorme. Bah, dans ce temps-là, c'était énorme. Oh, et ici, bah, je reviens tout de suite ici. Ici, vous avez la poulie, c'est bien ça, hein, la poulie. Hein. Donc en fait, la poulie qui était avec une courroie et qui était directement, en fait, avec la machine. Donc, elle était carrément ancrée avec la machine qui faisait après, qui faisait le papier. Donc, la grande roue était ici, elle tournait. Ensuite, ah ben, elle faisait tourner la poulie avec la courroie qui s'est trouvée directement sur la machine. Et je veux juste rajouter quelque chose, je ne sais pas si on va bien le voir. Ici, oui, on le voit bien. Vous voyez cette visserie-là, tout ça là. En fait, tous ces vis et écrous étaient faits à la main par des forgerons. Tout était fait à la main. En ce temps-là, rien qui était industriel, tout était fait à la main par des forgerons. Regardez celle-là qui est plus grosse et regardez tout ça là. Là, on voit bien, tout ça a été tapé vraiment par des forgerons. Et ici, alors vas-y Bruno. Ça, effectivement, là, on voit la machine qui permettait de régler le débit de l'eau avant la roue. Ah oui, pour l'écluse, d'accord. Donc là, ici, je tourne. Ça ne produit rien maintenant. Ouais. Mais autrefois, ça montait. Ça remontait, l'écluse qui se trouve en bas. Et on libérait de l'eau plus ou moins en fonction des besoins. Ouais, la force pour la force. Ok. La machine, super. Allez, on continue. Donc ici, vous voyez bien les traces de la roue. Hop, on voit bien. Hein. De toute façon, on voyait bien les encoches. Ici, vous voyez la roue avec les palmes et tout. Et juste en bas, là, juste ici, en fait, ici était donc rattaché en fait avec une barre. C'était en fer ou en bois? C'était en fer, je crois. Hein. Qui est en fait l'axe. L'axe devait être en fer. Donc en fer. Il n'aurait pas pu supporter un tel diamètre. Ah, peut-être le poids aussi. Et en fait, ensuite, donc là était au bout la poulie qui se trouvait ici et qui faisait marcher les machines. Allez. Et ben voici, voilà où étaient trucs. Bon, ouais, tout c'est bien en fer. Hein. Et tout ça là, ça c'était fait. C'était vraiment des maîtres. Et tout ça était fait à la main. Tout était forgé à la main. Allez, on continue. Alors, moi je suis toujours avec Bruno et j'ai devant moi, je vais faire montrer tout de suite, des pierres lithographiques. Alors, qu'est-ce qu'une pierre lithographique? Je vais laisser Bruno, parce que lui il connaît ça par cœur. Et en plus, moi je ne connais pas trop, donc il va m'expliquer en même temps que vous. Allez, Bruno. Alors, première chose, on dit lithographique parce que lithos en grec, c'est la pierre. Donc on prend une pierre, à grain fin, très fin, et donc il ne faut pas qu'il y ait d'aspérité, et dessus on dessinait le dessin, et on enduisait la partie dessin en partie grasse. Tout ce qui était plein était en partie grasse. Ok. Cette partie grasse attirait l'encre, parce qu'on l'ancrait, et on mettait de l'eau, et l'encre n'aime pas, l'eau chasse l'encre. Ouais. Et donc, en fait, la partie qui n'était pas ancrée, qui n'était pas pleine, comme celle-là, les parties vides étaient pleines d'eau. Donc, la partie pleine avec de l'encre, la partie vide avec de l'eau, on amène une feuille, le dessin était fait à l'envers, donc il fallait concevoir le dessin à l'envers, à l'endroit, la difficulté, et donc, presser la feuille, on appelle une presse,
et la feuille ancrée, on la ressortait et ça faisait une presse litho. C'est ce qui s'appelait une lithographie. Alors, avec ça, ici en Charente, on a une spécialité, une de plus, on avait une grosse industrie laitière, notamment il faut se rappeler que l'Escure en l'occurrence était une des industries laitières qui collectait du lait dans la région, en coopérative, et donc des imprimeries fabriquaient des ronds, qui s'appellent des ronds à camembert, donc sur des pierres litho, les imprimer, d'accord, puis après les découper et les coller sur les ronds, sur les boîtes à camembert. Okay. Ça c'est un exemple. Ok. Et là, c'est vraiment, vous voyez, pas mal d'exemples de des pierres photographiques. Ah, c'est superbe. Enfin, commencer on va bien avec ça. Ah, c'est génial. Eh ben, je te remercie Bruno parce que je ne connaissais pas du tout. Et tu m'as éclairé sur ça. Voici en fait ce qu'on a expliqué tout à l'heure. Le roi charentais, donc un fromage fabriqué, vous voyez bien, en Charente, donc 45% de matière grasse, les pasteurisés, avec sur le fond, François Ier. Allez, on se trouve dehors, on est sorti du musée. Et ici, je voulais vous voir, tout à l'heure, on voulait vous expliquer. Donc voici la pub qu'il y avait, je fume que le Nil. Voilà, pour ça qu'on vous parlait de l'éléphant. Donc c'était en fait la Joseph Bardou et fils, qui expliquait donc papier à cigarette Bruno tout à l'heure, qui était en fait l'emblème du papier qu'il faut fabriquer ici. Donc ici, voilà, 1849, je ne fume que le Nil jusqu'en 1949. Et Bruno, dis-moi en fait, parce que ici c'était vers la fin, et explique-nous en fait la fin de l'usine. En fait, l'industrie papetière en général et l'usine en l'occurrence, plus particulièrement, a vu la fin en 1970. Ouais. Les derniers ouvriers et puis la fin de cette industrie qui s'est écroulée. Voilà. Un empire s'est écroulé, une économie aussi en Charente. Ok. Bon, voilà, on a fini. Tiens Bruno, rejoins-moi, il est parti. Ah c'est pas mal celle-là. Et donc on a fini la visite du musée, j'espère qu'elle vous a plu, qu'on vous a raconté en fait l'histoire de ce lieu qui était vraiment riche. Et nous, on continue notre aventure et on relance la vidéo sur ce cas-là, on était arrêté. Allez! Donc là, nous sommes à l'autre côté de la rive d'Angoulême et j'avais oublié de vous dire tout à l'heure, il y a une petite anecdote sur en fait l'abbaye de Saint-Cybar, ce que je vous ai pas raconté. Tiens, donc j'en profite maintenant. Donc quand je vous dis le charisme de Saint-Cybar attira de nombreux disciples qui fondèrent un monastère où il fut inhumé, donc il est enterré dedans. L'abbaye était l'une des plus puissantes d'Aquitaine, parce que vu avec tout ce qui est ramené, comme je vous ai dit, ça venait un peu partout de France, tout ça. Et en 863, l'abbaye a été pillée par les Normands et malheureusement endommagée durant les guerres de 100 ans et de religion malheureusement. Elle subit jusqu'à la Révolution française de nombreuses dégradations. Et en 1791, elle fut vendue comme bien national. Voilà. Et donc voilà aussi un petit peu la fin de l'histoire du monastère, puis maintenant un Apart City qui a repris et qui a tout rénové. Donc voilà ici la petite anecdote de l'abbaye de Saint-Cybar. Donc nous revenons au Moyen-Âge encore. Après la petite anecdote de Saint-Cybar, il y a Bruno qui m'a dit qu'il y avait ici en fait, donc là où il y a le petit panneau juste là, donc il y a Charente, tout ça, il y avait un ancien pont. Donc un ancien pont qui est ramené de l'abbaye de Saint-Cybar au quartier de Saint-Cybar. Donc vous voyez, il a été comme, vous voyez, là, je ne sais pas si vous allez voir, voilà, donc se trouvait l'axe de l'ancien pont détruit en 1747 pour faire passer les gabarnes. L'anecdote de l'abbaye et de l'ancien pont médiévaux, là on est, regardez juste devant moi, une maison type alsacienne, mais là je vais laisser notre historien du jour, Bruno, nous raconter cette belle histoire, vas-y. Donc l'Alsace ne se situe pas en Charente. Pardon. Mais les Alsaciens sont venus ici. Comme quoi la Charente est une terre d'accueil. Donc Lazare Weiler, il y a 100 ans, est venu ici.
et il était alsacien et il avait décidé d'apporter un peu de son pays ici. Nostalgie. Il a fait construire cet ensemble avec un toit très typique. Ouais. Un cloître. Et donc il l'a jamais occupé. Il était assez généreux comme ça. Il l'a laissé à son jardinier. Oh, gentil, hein. Gentil. Il avait un beau lieu. Lui, il a préféré plus tard, on y reviendra, construire ce château. Ah d'accord, ah ouais, bah d'accord, bah, c'est juste à côté quoi. Alors, un petit mot sur les Zarweiler, hein, on va aller derrière et on va plus en parler. On va d'abord faire le tour de ce cloître hein, pour le découvrir, ouais. Et après on parlera effectivement de son activité de la Zarweiler et qui était. Bah c'est parti, je te suis. Ah, ouais. Le cloître qui se trouve ici. Ah oui, d'accord, ouais. Il s'est vraiment fait un... Son jardinier, donc le jardin était très bien entretenu. Je vais voir si je peux... Oh si, super. Là, ah voilà. Oh, c'est magnifique. Le jardin, il est trop beau. Très bien entretenu. Allez, on continue. Regardez-moi ça. C'est tellement bien sculpté, c'est superbe. Ça devait être un sacré personnage pour avoir fait des maisons comme ça. Et encore, vous voyez, hein, il y a encore même les barreaux de fer d'époque encore. Hein. Regardez ça. C'était bien décoré, hein, c'était joli dans le temps. Allez. Donc, là, dis-moi un peu. Effectivement, là, on va parler de la Zarweiler, parce que là, ici, c'était son entreprise qui est derrière le cloître, il est situé derrière le cloître. Et donc, le Zarweiler était un homme d'affaires, c'était un industriel. Il était de formation ingénieur, mais pas que. Il était aussi un politicien, puisqu'il a été sénateur et député. Alors, sénateur en Charente, député du Baroin, très proche du pouvoir Gambetta à l'époque. D'accord. Voilà, donc il avait une énorme influence, pas qu'un industriel, mais aussi un aura politique. Ok. Et ça, et puis il fabriquait, qui s'appelait des tissus métalliques. Tissus métalliques ouais. Weiler, de son nom, qui était une tréflerie, c'est-à-dire c'était des cordons de cuivre qui étaient mêlés. D'accord. Trois fils. Ok. Donc, et ensuite il fabriquait ces cordons qui allaient après avoir des applications industrielles, mais son activité principale était cette fabrication. Voilà. Ok. Donc je vous reprends. Bruno avait oublié de vous dire quelque chose. Bah, je le laisse vous le dire. Voilà. Donc la tréflerie, je voulais apporter une précision, c'est qu'en fait on tressait des fils entre eux, parce qu'à l'époque la télécommunication se développait, notamment téléphonique, et il fallait des kilomètres de câbles. Et donc c'était son activité, c'est qu'il tressait ses fils pour faire des câbles avec l'application de télétransmission. Ok. Voilà. Ok, bah je te remercie pour... c'est très important. Voilà, allez, nous on repart un peu dans l'histoire. Nous trouvons, voilà actuellement, on a pu rentrer le château d'Ampierre, construit par Monsieur Weller. Donc voici, hop, cette maison, donc 19e siècle. Voilà. Ensuite, ce château a été, donc 20e siècle, une clinique. Et donc, dernièrement, a été l'école cinéma, c'est ça? L'école du cinéma, mais qui a été transférée en face, donc, de l'autre rive sur le Nil. Voilà. Donc, voici l'histoire entre guillemets, de ces belles maisons qui est devenue clinique et une école, et qui est toujours aussi magnifique. Regardez ça, elle est toujours en état, c'est super. Donc voilà, donc on continue une autre visite, c'est parti. Regardez les portes immenses qu'il y avait avec la petite... ça c'est super, les tout sculptés, tout ça, c'était génial. Allez, je vous filme une petite terrasse, voilà. Là où installer, où va faire bonne chaise Bruno. Donc on a une vue sur les industries en face avec la cheminée et tout ça. Derrière nous avons la grotte qu'on voit au fond. Vous avez l'abbaye de Saint-Cybard.
Et en fait, je vais vous dire, en ce temps-là, au 19e siècle, quand Weller il a construit, généralement les riches de ce temps-là construisaient toujours une petite terrasse. En plus, on voit la Charente juste à côté. En fait, c'était le lieu de thé, de café, et c'était aussi un lieu où c'était un lieu de détente où beaucoup de musiciens venaient jouer ici, en fait, se produisaient ici. En fait, les petites terrasses là, c'était des terrasses de vie, de fête, et donc particuliers, où des fois même les invités venaient ici. Voilà la petite anecdote de ces petites terrasses que maintenant, malheureusement, au XXe siècle, on ne respecte plus rien, il y a des tags de partout. Là, cette usine, on va vous en parler juste après. Et là, on voit encore un très beau jardin quand même. Regardez quand même, on a une très belle vue sur les maisons. Donc on voit un peu le château derrière les arbres, mais ça reste un endroit quand même assez magnifique. Donc voilà la petite anecdote. Maintenant, nous allons partir sur l'usine à côté. Et puis, je crois qu'on va finir là-bas. Allez, c'est parti. Go, go. Là, nous sommes en face, en fait, du musée de la bande dessinée. Mais ce n'était pas avant d'être un musée, c'était en fait une industrie. En fait, ici, regardez, là, et vous voyez, hein, on le voit ici. Donc c'était en 1857. Donc là, c'était créé. Donc les papeteries Weller, en fait, ils faisaient des feutres pour papeterie. Vous voyez ici, regardez. Là, on voit même de la pub qu'il y avait en ce temps-là. Voici là, donc ça c'est bien, on a des petits panneaux explicatifs. Monsieur Weller en personne. Ah oui. Ici nous avons, regardez l'usine. Là c'était à l'intérieur de l'usine. Tac, tac. La maison qui se trouve Château Weller. Voici ici. Et là, là où ça a été rénové. Là c'était en fait la rénovation pour devenir le musée de la bande dessinée. Hop. Là. Donc, alors, tout ça, il part de là-bas, il fait jusqu'ici. Donc, je disais, j'ai une petite note devant moi. Donc, en 2009 a été installé en fait sur ici donc le musée de la bande dessinée. Donc, et en fait, on appelait ça la friche, a été construite par Monsieur Weller en 1857 pour devenir en 1908 l'usine de feutres pour papeterie qui a fermé, mais il n'y a pas très longtemps en fait, qui a fermé en 1995. Donc en fait c'est vrai que l'usine a duré plus de 100 ans, et donc maintenant c'est le musée de la bande dessinée qui abrite la plus grande collection d'originaux de bande dessinée d'Europe, comprenant 8000 planches et dessins originaux. Donc là-dedans se trouvent tous les dessins d'Europe, plus de 8000 planches de dessins. Et, un vrai trésor. Un vrai trésor d'Angoulême. Et tout à l'heure Bruno me disait, en fait, quand ils ont fait les feutres, donc tu me disais en fait, ils récupéraient Alors, vas-y, dis-moi. Comment est-on arrivé à la fameuse charentaise, ces pantoufles mythiques de la Charente? C'est qu'à l'époque, les chutes de feutre étaient recyclées, il leur fallait moins de feutre pour faire une chaussure, donc ils reprenaient les chutes et faisaient des chaussons, des charentaises avec ces feutres. D'où la naissance et l'idée de faire des charentaises qui a perduré jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à au moins. Il y en a encore. Il y en a encore. Je vous dis, si vous venez, alors ça aussi, si vous venez à Angoulême, on a des magasins charentaises, on a une usine à La Rochefoucauld. À La Rochefoucauld, vous pouvez aller là-bas, vous pouvez acheter les charentaises, et c'est des vraies charentaises. C'est pas des contrefaçons, c'est fabriqué par des Charentais et une entreprise charentaise, c'est-à-dire vraiment des vrais. Et je dirais en plus, après ces petites anecdotes de la charentaise, que la musée de la bande dessinée, nous sommes quand même à l'UNESCO pour la bande dessinée, que c'est fait tous les ans à peu près au mois de janvier. Donc moi je vous invite à venir au mois de janvier, c'est mi-fin janvier je crois, fin janvier, de la fête de la bande dessinée, et on est à l'UNESCO. Voilà. Donc maintenant nous allons repartir et nous allons aller
jusqu'au 21e siècle. Allez, c'est parti. Bon, eh ben, on va terminer sur ce dernier bâtiment. Donc là, je vais laisser Bruno vous le présenter et puis on conclura après dessus. Allez Bruno, dis-moi ce que c'est. Donc on est devant l'usine Champignol, on est revenu à cette usine et on arrive là au XXe siècle, plus que là on est en face du Centre national de la bande dessinée. L'architecte a taillé dans la façade du 19e une espèce d'entonnoir Oui, on voit là. de fer, là. et de métal et de verre pour amener de la clarté, parce que tout ça Okay. c'est transparent, et à l'intérieur on voit toute la vue ici. Et c'est étendu ici, et là-haut, il y a des terrasses qui permettent d'avoir une vue. Ah ouais, tout là, d'accord, ok. Il y a même un cinéma Ouais. qui s'appelle le cinéma de la Cité. Le cinéma de la Cité, ok. Ouais, c'est ça. Et donc voilà, donc c'est le point final de notre périple, des richesses. Voici trésor, le trésor de Saint-Cybard. Et bon, excusez-nous parce que là on est en plein la rue, parce que là en fait ça tombe sur la rue de Bordeaux et puis bon, c'est beaucoup de passages. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira. Donc là on a beaucoup parlé, donc on voulait vraiment accentuer sur l'histoire de Saint-Cybard, donc en fait du départ du 6e siècle jusqu'au 20e siècle. J'espère que ça vous a plu, j'espère que l'histoire de ce quartier vous aura plu. Nous, on vous dit à très bientôt pour une nouvelle aventure en duo, j'espère. Oui. Normalement, ça devrait se faire. Moi, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et de votre famille. Et surtout, respectez la nature et les lieux historiques. Allez, je vous dis à très bientôt. Ciao.